Alors commençons par répondre à la question suivante. Qui est-il? C'est un Gaulois, marié à bonne mine. Nous parlons d'Agnès, naturellement. Une charmante infirmière avec qui il a eu 3 enfants, et maintenant sa tribu d'irréductibles s'est agrandie de 7 petits-enfants. À bras raccourcis, je veux dire Claude, a beaucoup voyagé en Gaule, naturellement, mais également dans plus de 120 pays dont l'Égypte de Cléopâtre. Parmi les siens, il s'est investi comme chef, ou plutôt comme maire de bailli, mais également comme membre des anciens maires des Yvelines. Notre invité est un spécialiste dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Il est membre d'honneur de plusieurs comités, il est chargé de cours à Rennes et se révèle un écrivain recherché pour ses œuvres qui se rapportent à l'eau. Enfin, il est le président de la Fondation Lyautey et de l'Association nationale Maréchal Lyautey depuis 2020. Fort d'1 millier de membres, elle est devenue propriétaire du patrimoine Lyautey, auteur du château de Toré-Lyautey, près de Nancy. Mais alors, pourquoi cet acharnement de cet homme de cœur et cet humaniste à entretenir la mémoire et le patrimoine du maréchal Hubert Lyautey? Eh bien, la réponse est simple. Claude Jamati n'est autre que l'arrière-petit-neveu de ce grand Français. Mais j'allais oublier un point essentiel dans cette présentation. Claude est un ami très cher, à qui je vais laisser la parole. Merci. Ça va venir. Super. C'est bon? Vous m'entendez? Très bien. Merci pour ces mots d'introduction. Beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotion effectivement de retrouver la famille Ray. Merci à François Besson et à Gaël Barbotin, et merci à mon épouse d'être ici aussi. Et merci à tous d'être là. Je dois dire, quand je suis arrivé ici ce matin, j'ai vu une ambiance studieuse. Il y avait un petit groupe qui se réunissait, et apparemment c'est l'équipe du Forum pour demain, qui m'a l'air d'être une belle association. C'est du durable, comme on dit. Voilà. Donc je vais vous parler de Lyautey, et après ces remerciements que je renouvellerai à la fin, j'espère d'abord qu'on aura un échange, parce que beaucoup de personnes se sont présentées tout à l'heure en me disant « un tel, dans ma famille, dans mes amis, était lié à Lyautey de telle ou telle manière ». Donc j'ai l'impression de me retrouver en terrain connu, raison de plus pour ne pas essayer de ne pas dire de bêtises. Alors je commencerai par la fin, si je puis dire, parce que l'oncle Hubert, comme on l'appelait dans la famille, s'est éteint le 27 juillet 1934. C'est il y a un peu plus de 90 ans seulement. Ce n'est pas si ancien que ça. Il est d'ailleurs revenu du Maroc il y a exactement 100 ans. C'est pas si vieux que ça. Le 27 juillet 1934, le jour de la mort de Lyautey, un officier d'ordonnance veille à son chevet. « Au fond, murmure-t-il, j'ai raté ma vie. » L'officier au garde à vous lui répond « Comment peut-on dire qu'on a raté sa vie quand on est maréchal de France et qu'on a réalisé l'œuvre que vous avez accomplie au Maroc ?» « Ah oui, le Maroc, répète Lyautey d'une voix mourante. Mais le Maroc n'était qu'une province de mon rêve. Et puis, dans un soupir, en vérité, je meurs de la France.
puis il s'éteint dans les bras de son épouse. A-t-il vraiment prononcé ces mots? Ce n'est pas sûr. C'est un de ses biographes qui a écrit cela. Et ce biographe, beaucoup le connaissent, c'est Jacques Benoît Méchain. Jacques Benoît Méchain, plus connu pour ses livres notamment sur Ibn Saoud, a été l'auteur de Lyotet l'Africain, dont la première édition date de 1966. Mais si ces paroles ne sont pas exactes, elles reflètent exactement, elles résument un peu la vie de Lyotet. Il voulait un destin français, il eut un rôle de premier plan dans la France, mais dans la France d'outre-mer. Ça va du point de vue son, tout le monde entend? En vérité, le maréchal Lyotet, qui s'estimait un animal d'action, il le disait lui-même, j'y reviendrai, a eu un destin exceptionnel. Il n'a pas du tout raté sa vie. Il a eu une stature d'homme d'État, c'était un humaniste et un homme de culture, il eut de multiples fonctions. Je citerai juste certaines de ses fonctions. Résident général de France au Maroc de 1912 à 1925, maréchal de France, il a reçu son épée en 1921, ministre de la guerre, pas longtemps, c'était pas son truc. Membre de l'Académie française, membre fondateur de l'Académie des sciences coloniales, devenue en 1957 Académie des sciences d'outre-mer, président du comité français de propagande aéronautique. Et oui, il a eu un rôle important dans le développement de l'aéronautique, on pourrait y revenir. Commissaire général de l'exposition coloniale en 1931 et président d'honneur du scoutisme français. Ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que Lyotet, il est toujours d'actualité pour beaucoup de raisons. C'est un peu l'objet de mon propos. On le verra au fur et à mesure de notre échange. Alors pour ce qui concerne les livres sur Lyotet, mais il y en a eu énormément. On a compté à peu près 200 titres d'ouvrages et d'articles sur Lyotet, d'après un recensement qui a été effectué par... Alors là, je vois que... C'est pas mal que ça soit là-dessus, tiens, parce qu'en finalement, c'est la chronologie de son parcours professionnel. 200 livres, il se trouve que c'est Jacques Ladré de la Charrière, et Augustin Rey sait que le nom Ladré de la Charrière est un nom qui sonne à nos oreilles de Bayacois ou ancien Bayacois. Jacques Ladré de la Charrière a été un proche du maréchal Lyotet et il a été aussi maire de Bailly, et son fils aussi. C'était donc un de mes prédécesseurs à la mairie de Bailly. On a retrouvé une lettre, Jean-Marie Convin, mon prédécesseur, m'a donné une lettre, il m'a dit, tiens, il y a une lettre de ton aïeul à la mairie de Bailly. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ben, il rendait visite à son ancien collaborateur. Alors, qui a écrit des bouquins sur Lyotet? Alors, souvent on me demande, mais qu'est-ce qu'il faut lire sur Lyotet? Parce que finalement, 200 bouquins ou articles. Alors, moi je trouve, personnellement, que le bouquin d'André Mauroy est quand même intéressant parce qu'il a été écrit du temps du vivant de Lyotet. Et comme beaucoup d'auteurs, même avant l'informatique, savaient ce que c'était que le copier-coller, ils ont repris un certain nombre de ce qu'a dit, de paroles ou d'écrits de André Mauroy. Ça, c'est un bouquin qui date de 1931, du vivant du maréchal. Ensuite, il y a eu Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, beaucoup de gens le connaissent, il est président notamment du conseil stratégique de la Fondation Charles de Gaulle. Et il a été vice-président de la Fondation Lyotet. Et il y a également le bouquin de André Le Révérend. André Le Révérend, qui est un monsieur qui a beaucoup écrit sur Lyotet. Il a écrit 3 livres sur Lyotet. Après Napoléon et De Gaulle, je pense que Lyotet est le militaire ayant eu un rôle politique sur lequel on a écrit le plus. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui à vous parler de Lyotet? Première raison, mon ami le colonel François Besson, que vous connaissez bien, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer,
une belle et grande maison, et que vous connaissez par son engagement dans le Forum pour demain, depuis sa création, a été l'initiateur de cette invitation. J'ai répondu aussitôt positivement à sa proposition et à celle donc, de Gaël Barbotin, qui a confirmé. Deuxième raison, l'objectif de la Fondation Lyautey, que je préside depuis 2020, mon prédécesseur était un colonel, qui est mort le 3 novembre 2020, le jour de la Saint-Hubert, prémonitoire, symbolique. Et il se trouve que cette fondation, elle a été redynamisée par le colonel Geoffroy, et son but, c'est de promouvoir la mémoire du maréchal et de donner vie au château de Toré-Lyautey. Le château de Toré-Lyautey, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quand même un fond d'écran de la vie du maréchal, et c'est un petit bout de Maroc en France, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Troisième raison, très personnelle, ça a été dit tout à l'heure, le père du maréchal, Juste Lyautey, qui était ingénieur des ponts et chaussées. Il avait fait l'X et les ponts, ingénieur des ponts. Un ingénieur des ponts, ça voyage, il était affecté à Nancy, et pour la construction d'un canal, et il a épousé une Lorraine. Donc finalement, il a presque épousé la Lorraine parce que il était vraiment attaché à cette Lorraine. Et c'était le frère de Aimé Lyautey, qui était mon arrière-grand-mère. Voilà. Donc, maman a connu l'oncle Hubert. Ils habitaient à Reims et l'oncle Hubert venait déjeuner. Et finalement, il l'impressionnait beaucoup. Maman m'a dit, oh là là, l'oncle Hubert avec ses moustaches. Et voilà. Donc, il y a une relation familiale qui n'est pas si éloignée que ça. Toute ma vie, après, j'ai réfléchi, j'étais sur les traces de l'oncle Hubert. Et ça, c'est ma quatrième raison. J'ai commencé ma vie professionnelle à Madagascar, où a été Lyautey. Puis plus tard en Asie du Sud-Est, puis en Afrique, et en particulier au Maroc, où j'ai passé 5 années. Khamsnin. C'est, comme on le verra tout à l'heure, le parcours de l'oncle Hubert, et vous l'avez là affiché derrière. Si on ajoute que Lyautey a habité et étudié à Versailles, Ginette, il a été à Ginette, comme d'ailleurs le père de Foucault, il y a beaucoup de liens entre Lyautey et le territoire. Liens qui m'ont conduit à accepter la proposition de mon prédécesseur, le colonel Geoffroy, d'occuper les fonctions actuelles à la tête de la Fondation Lyautey, qui compte effectivement 1 millier de membres environ. La commune de Bailly, on en a parlé. Je vais maintenant vous parler vraiment de Lyautey. Mon plan, d'abord, ses origines familiales, ses liens avec la Lorraine. Ensuite, une chose essentielle dans sa carrière. Et en fait, pour l'armée, c'est le rôle social de l'officier. Et ça, j'y reviendrai dans le deuxième chapitre. Troisième chapitre, et c'est le plus important, c'est Lyautey Outre-mer. Outre-mer, c'est un beau mot pour moi. C'est la France de l'international. Et Lyautey y a exercé sa profession au Tonkin, à Madagascar, en Algérie et au Maroc. Ensuite, il est revenu en France, en 1925, et il y a habité 10 ans en Lorraine. Donc Lorraine, Paris, ça sera mon quatrième point. Et le dernier point, c'est la Fondation Lyautey, parce que cette fondation, elle essaye d'être aussi active que les forums pour demain. Je vois que vous avez de belles activités. Voilà, donc commençons par la naissance et les origines familiales. Il est né le 17 novembre 1854 à Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine. Il est né Louis Hubert Gonzalve Lyautey, et il est donc lorrain de naissance, mais est-ce que ses origines sont lorraines? Non. Lyautey, longtemps j'ai cru que Lyautey, ça venait de loyauté. Parce que loyauté, c'était sa devise. Mais Lyautey, ça ne vient pas du tout de loyauté, ça vient de léote, qui veut dire peuple, et Ari, qui signifie armée. C'est un mot d'origine germanique, et l'origine des Lyautey est donc en
en Haute-Saône et surtout en Franche-Comté. Voilà. En Franche-Comté, il y a 2 villages de Franche-Comté où il y a beaucoup de lyotais. Aujourd'hui, il y a 250 personnes environ en France qui ont le nom de lyotais. Lyotais, sa devise, c'était loyauté, et c'est vrai que ça lui convient bien, parce que toute sa vie a été mue par cette devise. Voilà. Pendant des siècles, les lyotais ont été des paysans. Alors c'est dans Velfaux, dans ces coins-là, près de Vesoul. Voilà, ils se mariaient entre francs-comtois. Voilà, ce qu'on peut dire, il y a un auteur qui a bien résumé. Il a dit, les lyotais, ils avaient le respect du pouvoir légal et de l'autorité, quels qu'ils fussent, indépendants d'esprit, ils servent sans se lier. Critiquent, ils jugent, mais ne s'insurgent pas. J'ai trouvé que cette phrase dépeignait bien lyotais. Alors pourquoi la Lorraine? Puisqu'il était franc-comtois. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, les militaires, comme les ingénieurs, sont des professions où on voyage pas mal. Donc, la construction du canal, et ensuite, il a suivi son père. Il est allé à Sainte-Geneviève parce que son père était affecté à Versailles. Et puis, effectivement, il a épousé Laurence de Grimou-de-Villemotte, qui était lorraine d'origine normande, et ils se sont mariés en 53. Juste Lyotet s'est marié avec Laurence Grimou-de-Villemotte en décembre 53, et il est né, Lyotet, en 54. C'était l'aîné, ils étaient 3. Après lui, il y a eu, alors il est né en 54, Raoul est né en 56, et il avait donc, il a fait toute sa carrière aussi dans l'armée, il a été lieutenant-colonel de hussards, et il y avait Blanche, après il y a eu Blanche, qui compte beaucoup dans la vie de Lyotet et qui a compté de façon utile pour la suite, puisqu'il a beaucoup écrit à Blanche, qui s'appelait après Blanche de Ponton-de-Mécourt, et qui est née 13 ans plus tôt, mais qui est mort avant lui d'ailleurs. Ça a été pour lui quelque chose de terrible de perdre sa petite sœur. Voilà, il y a une correspondance très abondante, et ça, c'est une source pour tous les historiens. Voilà, il est donc bien Lyotet, et bien lorrain de cœur et de naissance, et il lui est arrivé quelque chose qui compte énormément dans sa vie. Il a très tôt été, il était sur le balcon, et puis sa nounou l'a laissé tomber, et il est tombé sur le casque d'un militaire. Sur le moment, personne n'a porté attention, parce qu'il avait l'air de plutôt bien se porter, et en fait, il s'est avéré que c'était très grave. Et il a été sauvé par un homme que tout le monde connaît, parce qu'il a donné naissance au banc de Velpeau. C'est M. Velpeau. M. Velpeau était chirurgien et il a sauvé Lyotet. Mais il l'a sauvé, il est resté quand même dans un corset pendant 10 ans. Donc il a vécu enfermé, d'où son amour de la lumière par la suite. Et il a beaucoup lu. Et alors, il est resté en Lorraine pendant longtemps. Il y a un de ses biographes qui l'a décrit en disant « Lyotet, c'est l'attente, l'attente, l'attente ». L'attente parce que sa tante Berthe de Grimou de Villemotte, qu'il appelait tante bébé, pour faire court, voilà, tante bébé, donc c'est l'attente. Ensuite, un militaire, ça attend souvent. Donc l'attente. Et puis l'attente, parce qu'il campait souvent. Voilà. Alors, je vais aller droit au but maintenant en parlant du rôle social de l'officier. Le rôle social de l'officier, ça a été écrit, alors après la Lorraine, il a beaucoup voyagé. Il a été, comme vous le voyez là, il a été à Dijon, à Versailles, je pense que c'est indiqué ici, oui c'est ça. Il a été à Saint-Cyr, l'école d'application d'état-major, puis des garnisons, Rambouillet, Châteaudun, Cézanne, et puis il est parti en Algérie 2 ans. On oublie de dire que si Lyotet a passé 12 ans au Maroc, il a passé 9 ans
en Algérie. Et en Algérie, il a appris le Maroc, très important dans son évolution. De 80 à 82, il a donc été en Algérie. Et puis après, les garnisons. Il n'aimait pas trop ça. Mais il est allé quand même à Bruyères, Épinal, Commercy, Tours, Saint-Germain, Meaux et Grès. Saint-Germain, j'insiste, parce que c'est là qu'il a écrit le rôle social de l'officier. Il s'est rendu compte, alors ce rôle social de l'officier, c'est un bouquin fondateur dans l'armée. Ce bouquin, il y a eu je ne sais combien d'éditions. Pour tous ceux qui seraient intéressés, je peux vous l'envoyer en PDF. Mais ce bouquin, il est prémonitoire. Mais ça s'est mal passé quand il l'a publié. On peut dire qu'à l'époque, il était, allez, on va dire, un catholique social engagé. Il a été dans les équipes sociales de jeunes gens, il a été avec Albert Demain et un certain nombre d'autres, il militait pour, je dirais, le devoir social de tout le monde et le devoir social notamment de l'officier. Mais l'armée, la grande maître, c'est qui ce monsieur-là? En plus, au début, c'était anonyme. Il l'a publié dans la Revue des Deux Mondes. Mais très vite, secret de Polichinelle, c'est Lyautey qui a écrit ça. Et un général qui lui voulait du bien, a dit, bon, puisque c'est ça, on va lui faire prendre l'air. On va l'envoyer au Tonkin. Et en fait, vous voyez, tout s'enchaîne. Le Tonkin, ça a été le début de sa carrière outre-mer. Pas tout à fait, il avait déjà été en Algérie, mais là, ça l'a confirmé dans sa carrière outre-mer. Et là, il a été, en 97, il est parti pour le Tonkin sous des ordres de Gallieni. Encore une figure marquante dans la vie du Lyautey. Mais là, je tiens à vous dire que le rôle social de l'officier, qui a été publié en 1891, juste après la conscription obligatoire, il a toujours une résonance, puisqu'il n'y a pas longtemps, il y a eu 3 officiers qui ont publié un bouquin qui s'appelle « Le rôle social de l'officier au XXIe siècle ». Quelques années après la fin du service militaire obligatoire, qui s'est terminé en 97. Et ces 3 officiers, je les ai rencontrés. Et pour eux, leur maître à penser, c'est Lyautey. On est en 2025, et ça sera d'ailleurs l'objet du prochain bulletin de la Fondation Lyautey. Ça me paraissait important de le signaler. Donc le rôle social de l'officier, c'est un livre fondateur. Le général de Villiers me dit toujours, quand je l'ai au téléphone ou quand il m'écrit, c'est mon livre de chevet. Et un grand nombre d'officiers, récemment, j'ai lu le bouquin du François Lecrinte, du général François Lecointre, qui est l'ancien SEMA et qui est le grand chancelier de la Légion d'honneur. Au début de son bouquin, qui s'appelle Entre-guerres, que je vous conseille, c'est vraiment très intéressant, il cite Lyautey. Voilà, le 2e chapitre est terminé. Le 3e, il va être un tout petit peu plus long, pas trop long parce que j'aimerais bien qu'il y ait des questions et qu'il y ait des échanges, parce que vu la connaissance que vous avez de Lyautey, je pense que ça sera intéressant. Le Tonkin. Mais pourquoi il allait au Tonkin? Eh bien, il est allé au Tonkin parce qu'il y avait une guerre entre la France et la Chine. Eh oui. Entre 81 et 85, c'est une guerre qui s'est terminée par le traité de Tianjin et qui a accordé le protectorat du Tonkin à la France. Tiens, protectorat. C'est un nom qu'on entendra à nouveau. Le Tonkin, en fait, c'est le Vietnam. C'est le nord de l'actuel Vietnam. C'est Hanoï. Et à l'époque, l'Union indo-chinoise comprenait le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, on oublie ce terme-là, le Cambodge et le Laos. Et au Tonkin, Lyautey, il commandait le 3e régiment de tirailleurs tonkinois, puis la 1re brigade, et ensuite la 2e division militaire du territoire. Il y est resté de 92 à 96. 4 ans, c'est pas mal. Il luttait contre les pirates chinois, il consolidait la présence française en organisant l'administration du pays. Et le principal collaborateur de Gallieni, c'était Lyautey.
Ce n'étaient pas eux qui géraient la politique. Ce qu'on oublie souvent de dire, ce ne sont pas les militaires qui gèrent la politique, sauf quand ils sont chefs d'État. Mais ils appliquent les directives des politiques, dont ils ont su gagner la confiance. Et la force de Lyautey, c'est qu'il a su gagner la confiance de plusieurs grands chefs civils. Au Tonkin, c'était le gouverneur général de l'Ansant. Après, ça a été le cas en Algérie, on en reparlera tout à l'heure avec Jonard. Voilà, le Tonkin, donc, il y passe, je suis obligé de résumer parce que il y a beaucoup à dire, il a écrit d'ailleurs depuis le Tonkin, donc on a beaucoup de docs là-dessus. Madagascar, eh bien Gallieni, il était affecté à Madagascar. Et de 97 à 1902, direct, il va rejoindre Gallieni à Madagascar. Et il est promu, à l'époque, il a été colonel en 1900. Et Gallieni, je parle très souvent avec l'arrière-petit-fils de Gallieni, qui se trouve être membre de la Fondation et qui a beaucoup d'histoires à raconter sur son arrière-grand-père, qui n'a pas eu la chance de garder le château dans la famille. Mais très souvent, on termine en disant si nos aïeux nous voyaient, ils seraient contents, parce que voilà une relation qui dure. Moi, j'ai beaucoup d'envie de comprendre un peu mieux l'histoire de Gallieni. Gallieni, ce n'était pas un type, un militaire courant. Voilà. Donc, il va à Madagascar, il est affecté dans la partie sud de Madagascar, essentiellement, pas que, mais aussi dans la partie sud. Et il revient en 1903. Et en 1903, la hiérarchie militaire lui conseille de se faire oublier. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'il avait une forte personnalité. Et je vais vous lire une lettre qu'il a écrite, c'est à peine croyable, cette lettre qu'il a écrite en revenant de Madagascar. Il écrit à un ami qui s'appelle Max Leclerc, et je cite, « Tout mon effort tend à me tenir ferme jusqu'au 24 octobre 1903, date à laquelle j'ai droit à ma retraite. Et alors de reprendre mon indépendance, qui, avec ma modeste retraite, sera alors la misère, mais me permettra, du moins, de me coller dans une chambre, à un 5e étage de Paris, pour m'y jeter dans la mêlée, pour les idées auxquelles je crois et pour les choses que je connais, à moins que d'ici là, je n'ai trouvé à l'étranger, comme je le cherche, l'entreprise, la compagnie industrielle, qui voudra bien m'employer à n'importe quoi, en m'assurant le pain, mais du moins me fixant ma vie, loin d'un pays où l'on ne veut pas m'utiliser et où je ne puis me résigner à n'être qu'une force perdue. Lyautey, comme tout un chacun, a eu des périodes de grands doutes. Je viens de lire le bouquin d'Arnaud Tessier sur De Gaulle, un de plus, mais franchement, il vaut le coup. À un moment, De Gaulle, il n'avait pas le moral, parce qu'il avait les Français contre lui, les Anglais, il avait les Allemands, bien sûr, il avait les Américains, il avait tout le monde contre lui. Voilà. Alors, quelles étaient les idées auxquelles il croyait ? Et pourquoi a-t-il dit un pays où on ne veut pas m'utiliser ? Tout simplement parce qu'il pensait que c'était par le développement des infrastructures, des services de base, du respect des différences. Le devoir social, pour lui, c'était la priorité. Et le devoir social pour tout le monde, y compris pour les militaires, mais aussi pour les civils. Le rôle social de l'officier s'applique également au management civil. Il ne croyait pas du tout à l'administration directe, dont il avait vu les aspects négatifs en Algérie. J'interviens souvent devant des clubs algérianistes qui disent « Mais pourquoi il a dit il ne faut pas algérianiser le Maroc ?» Tout simplement parce qu'en Algérie, il avait vu ce qu'il ne fallait pas faire. Pas d'administration directe. C'est compliqué, hein, parce que l'Algérie, ça a été 3 départements français. Hein, voilà. Donc, quand il écrit à Max Leclerc, c'était vraiment le creux de la vague. Donc, on voit que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'été 1903, il connaissait beaucoup de monde, il sortait beaucoup, et il s'est retrouvé à un dîner chez son ami Jules Charleroux. Tout le monde connaît Edmond Charleroux, mais Jules Charleroux, c'était un de ses ancêtres. Il avait été député de Marseille.
il rencontre M. Jonard qui était gouverneur, qui lui parle des problèmes d'insécurité croissants dans les régions frontalières du Maroc et de l'Algérie. Les problèmes d'insécurité, ils venaient du Maroc, pas de l'Algérie. L'Algérie était stable, c'était 3 départements français. Et il explique la méthode Gallieni à M. Jonard, ses méthodes de pacification, la collaboration avec les populations locales. Puis Lyautey retourne à Alençon, dans sa garnison, et quelques semaines plus tard, il y a eu quelques attaques en Algérie, non loin de la frontière avec le Maroc. Alors d'Ain Sefra, centre de commandement de la région, le gouverneur général reçoit des nouvelles très pessimistes. C'est là qu'il faut que je vous montre. Alors, voilà. Ça, c'était son Lyautey en 1909. C'était d'ailleurs la date de son mariage. Il s'est marié en 1909 avec une infirmière, comme moi. Bon, il dit, alors, il voit le Jonard, parle avec le général André, et il lui dit, il me faudrait là-bas un chef énergique et compétent. J'en connais un. C'est le colonel Lyautey, donnez-le-moi. Et voilà, commence sa carrière outre-mer, sa carrière coloniale, se poursuit par 7 ans en Algérie. 7 ans en Algérie, c'est beaucoup, hein. À Ain Sefra, puis Oran. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Entre 1903 et 1910, il a eu un rôle militaire. Qu'est-ce qu'il a fait en Algérie? Eh bien, il applique justement ses idées. Construire des infrastructures et des services de base, des services publics, faire œuvre de développement, et il avait souvent une parole, il disait « un chantier et une ferme valent mieux qu'un bataillon ». Et il disait aussi « un médecin vaut un bataillon ». Et à mon avis, une des phrases qui le caractérise le mieux, et cette phrase, vous la connaissez sûrement, mais je vous la redis, « celui qui n'est que militaire est un mauvais militaire. Celui qui n'est que professeur est un mauvais professeur. Celui qui n'est qu'industriel est un mauvais industriel. L'homme complet, celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne de mener des hommes, être un chef en un mot, celui-là doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité. » Ça s'applique vraiment à Lyautey, qui a été quelqu'un qui a une vision. Je crois que le terme de vision est quelque chose qui s'applique très bien à Lyautey. Et il disait toujours, il faut gouverner avec le mandarin, non contre le mandarin. Voilà. Et donc, il se marie en 1909 avec sa femme, dont il faudrait... Maman disait toujours, tu sais, l'oncle Hubert, c'était quelqu'un de formidable, mais la tante Inès, c'était quelqu'un. Elle a créé l'humanitaire. Elle a été infirmière. Elle a créé des hôpitaux. Des hôpitaux. D'abord, les infirmières, à l'époque, c'était pratiquement... très souvent des bonnes sœurs. Et elle a fait en sorte qu'au Maroc, elle a créé des écoles d'infirmières. L'hôpital Marie-Feuillet à Rabat, c'est, je crois, le seul hôpital militaire, maintenant c'est les Émiratis qui ont fait quelque chose là-bas, mais c'est le seul hôpital militaire qui a un nom de femme. Alors, les Marocains se sont intéressés beaucoup aux lettres qu'a écrit Lyautey. Voilà, quand il était en Algérie. Après sa mort, en 1936, on a retrouvé des lettres qu'il avait écrites à l'époque à plein de gens, des militaires, Gallieni. Il continuait à demander des conseils à Gallieni. Ce livre, il a été publié par la famille en 1936. Quand ils ont vu ce qu'il y avait au château, toutes les lettres qu'il y avait, ils ont publié ce livre en 1936. Et les Marocains l'ont republié en 2017. Ça, c'est une édition marocaine. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était en Algérie, il a grignoté du territoire aux Marocains. Il y a des endroits comme Colombéchard, comme Tlemcen, qui appartenaient à l'Empire chérifien, c'est-à-dire le Grand Maroc historique. Et les Marocains, c'est fini, le Sahara Atlantique, c'est réglé.
Il y a quelques personnes qui croient que c'est pas réglé, mais même l'Algérie n'était même pas présente aux Nations Unies quand il y a eu le vote dernièrement. Donc d'ailleurs, depuis cette époque, le 31 octobre a été déclaré fête de l'unité au Maroc. 31 octobre, c'était pas, il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais ce livre, c'est le Maroc qui veut essayer de rentrer dans ses frontières et de récupérer une partie du Sahara oriental. C'est le Sahara oriental. Pendant son séjour en Algérie, il est devenu général. Et il a naturellement suivi d'assez près la conférence qu'on a appelée la conférence d'Algésiras, qui a eu lieu en 1905. Ce n'est pas le protectorat. Hein. Le protectorat, c'est 1912. Donc Algésiras, pourquoi il y a eu cette conférence d'Algésiras? Bon, je vais essayer de faire court. C'est que c'était plein de troubles. Les grandes puissances s'intéressaient toutes au Maroc. La conférence d'Algésiras, qui présidait la conférence d'Algésiras? Les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Il y a très peu de gens qui le savent. Et cette conférence a eu lieu à la demande du sultan du Maroc. C'est incroyable. Mais alors c'était quoi les enjeux? C'était qu'est-ce que ça va devenir? Ça intéresse toutes les grandes puissances. Les Allemands, ça fait longtemps qu'ils avaient vu qu'il y avait du phosphate. Les Anglais, évidemment, ils sont intéressés, ils ont un empire, etc. Et les États-Unis, je répète, ont piloté la conférence. Il y avait dedans le Maroc, il y avait 11 puissances européennes. Alors là, il y avait l'Allemagne et ses alliés, l'Autriche-Hongrie et le Royaume d'Italie. La France et son allié. Quel était l'allié de la France dans la conférence d'Algésiras? La Russie. Eh oui, c'est ça l'histoire. Ainsi que le Royaume-Uni avec qui la France avait une entente cordiale. Et 5 royaumes, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et la Suède. 5 royaumes. La conférence avait pour seul but de décider ce qui devait être fait en ce qui concerne le Maroc, l'un des rares pays africains qui n'a pas été colonisé par une puissance européenne. Et l'acte final de la conférence place le Maroc sous observation des puissances européennes, sous couvert de réformes, de modernité et d'internationalisation de l'économie marocaine. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'IOT, fin 1910, il revient en France. Il revient en France et il apprécie de revenir en France parce que il se retrouve finalement, ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas. Ça a passé, le temps a passé, qu'il n'avait pas servi en France. Donc il s'est retrouvé à côté de son ami Joffre. Il a suivi les cours du Centre des hautes études militaires qui a été créé par Joffre. Et il est devenu Joffre était devenu déjà généralissime et il a été affecté à Rennes. Il a été à Rennes entre 1910 et 1912. Le 30 mars 1912 est signé le traité de Fès, qui instaure le protectorat au Maroc. Le traité de Fès, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. C'est un traité très simple. Il y a 9 articles. C'est un traité qui parle de garder la culture du Maroc, qui parle également de l'Espagne, parce que l'Espagne était présente au Maroc, il y avait une influence espagnole considérable. Et donc, il se retrouve alors, ce traité, il faut bien l'appliquer. C'est un traité de protectorat. Logiquement, et ça s'est joué de façon ça s'est joué pratiquement en quelques jours. Ça aurait dû être Eugène Regnault, qui était un diplomate de haut rang, qui d'ailleurs a eu une carrière importante après en Asie. C'était lui, le signataire français du traité de Fès. Mais il y a eu des émeutes en avril 1912 à Fès. Leur cause, le plus grand ennemi de l'IOT, leur règlement. Incroyable pour un militaire, leur règlement. On avait voulu soumettre les tabors, soldats marocains, encadrés par des officiers français, au système français, c'est-à-dire leur retenir l'argent pour leur nourriture, au lieu de leur donner leur solde complète et de leur laisser faire la cuisine. Ça a conduit
à des assassinats. Les Tabors ont assassiné leurs officiers, ça a dégénéré, et au niveau de l'État français, c'était Eugène Regnault, et bien finalement, le président Fallières a dit non, 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 il faut plutôt un militaire, et ce militaire, il est tout désigné, ça devrait être Lyautey. Lyautey prend ses fonctions donc en très bonne intelligence avec Eugène Regnault. Le lycée français de Tanger d'ailleurs s'appelle le lycée Regnault. Il prend ses fonctions. Le problème, c'est qu'il y avait eu un certain nombre de sultans. Le Maroc, la situation n'est pas simple. L'arabesque n'est pas une ligne droite. Et il y avait le sultan Abdelaziz, et puis c'était normalement Moulay Hafid qui devait être roi. Moulay Hafid, et son petit-fils me l'a confirmé, il n'a jamais connu son grand-père. Et je le vois de temps en temps quand je vais au Maroc. Il m'a dit, mon grand-père, il ne voulait pas un militaire au-dessus. Donc ça a cassé avec Lyautey. Et Lyautey, très habilement, a réussi à faire en sorte que Moulay Hafid démissionne. Il a terminé sa vie à Enghien, en France, après être passé par Tanger. Et c'est finalement Moulay Youssef, qui était le frère de Moulay Hafid, qui était correct, qui était calme, qui était très, très, très doux. C'était quelqu'un de... C'était pas un javasseur. C'est Moulay Youssef, qu'on voit ici, qui, on le voit ici. Alors, Mohamed VI lui ressemble beaucoup, son arrière-grand-père. Il se trouve qu'au château de Toré, on a ce cadre, et la première fois que je me suis promené dans le couloir en allant au salon marocain, j'ai eu l'impression que Mohamed VI me regardait. Pourquoi ça a marché? Eh bien parce que ces deux personnalités, la personnalité de Lyautey et celle de Moulay Youssef, ça a collé. Moulay Youssef, c'était quelqu'un de modeste, il s'est dit, le vieux monsieur, là, il a l'air de connaître pas mal de choses, il a de l'expérience. Et le vieux monsieur en question, il avait beaucoup de respect, c'était un monarchiste, Lyautey. Il était royaliste, et ça tombait bien, il avait en face de lui un sultan. Et il avait beaucoup de respect pour le sultan. Bien que jeune, c'était quand même un sultan. Donc chacun respectait l'autre. Et ces deux nouvelles personnalités ont bien travaillé ensemble. Lyautey, c'était son premier rôle civil. Il a été militaire jusqu'à maintenant, il n'était que militaire. Et Moulay Youssef, il ne connaissait rien, il n'avait jamais géré quoi que ce soit finalement. Il était très jeune, d'ailleurs il est mort assez jeune. Et c'est là que Lyautey a réussi quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'en 1912, il y avait des émeutes, et il a réussi à faire en sorte que, il a fait changer. En fait, il était à la base du Maroc moderne, et les Marocains le considèrent comme ça aujourd'hui. Le Maroc était tourné plutôt vers les montagnes. La capitale, c'était Fès. Il a mis la capitale à Rabat. Il a fait en sorte qu'il y ait une économie qui soit assez industrielle. Il a développé les phosphates. Il a développé le port de Casablanca, qui n'avait qu'à l'époque que 20 000 personnes à peu près. Aujourd'hui, c'est 4, 5 millions, on ne sait pas très bien. Voilà. Donc il a vraiment... Et c'est ça qu'il faut le rappeler, il faut rappeler ça, 1914-1918, c'était la guerre, la première guerre mondiale. Donc en même temps qu'il développait le pays, il a réussi, et c'est ça quand même qui est formidable, à envoyer des troupes au Maroc. Il y a beaucoup de... C'est comme ça que la mosquée de Paris, au départ, a été créée. La première pierre de la mosquée de Paris a été posée par Lyautey, alors qu'il était encore aux affaires au Maroc, le 19 octobre 1922. On voulait fêter le centenaire de la mosquée de Paris à la mosquée de Paris. La mosquée de Paris n'est plus une mosquée marocaine, c'est une mosquée algérienne. Voilà. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je suis un peu bisounours. Bon, j'ai compris ça, mais la mosquée a été créée parce que, justement, il y a eu beaucoup de morts marocains, algériens aussi, mais beaucoup de morts marocains pour notre liberté. Hein. Et il y en a eu aussi en 39-40. Voilà. Alors,
Pourquoi tout ça a marché? C'est cette conjonction. Pour moi, c'est vraiment le tandem Lyautey, Moulay, Youssef. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par Hubert Seillant, qu'on a eu au téléphone ce matin. Au même moment, c'est incroyable, aux États-Unis, les États-Unis suivent le Maroc de très près. Le plus vieux bâtiment diplomatique américain, c'est la légation de Tanger. Et c'est vrai que les Américains ont toujours suivi le Maroc de près. Ils le suivent toujours. C'est aujourd'hui pourquoi la marocanité du Sahara a été acceptée. Ce sont les Américains qui ont réussi à le faire. Alors Lyautey, comment a-t-il fait? Il y a une méthode Lyautey. Il s'est entouré de beaucoup de gens, dont certains sont très connus. Des gens comme Majorel, vous connaissez. Il y avait Tranchant de Lunel, Henri Prost, ça a été un grand monsieur. Un jour, on m'a demandé de faire un article sur Lyautey dans la revue du Vieux-Metz et des Pays Lorrains. Et Dominique Toussaint, qui est le président, m'a dit tu parles de la Lorraine. Hein. Puis j'ai écrit l'article, et à la fin, il me dit oui, mais tu ne parles pas du Maroc. J'ai dit tu m'as dit de parler de la Lorraine. Alors j'ai parlé du Maroc. Et puis j'avais oublié de parler de Prost. Et Prost, il me dit, mais tu parles pas de Prost. Je dis, mais pourquoi tu veux que je parle de Prost? Ben, c'est lui qui a fait le schéma directeur d'urbanisme de Metz. Voilà. Donc, les hommes de Lyautey, ce sont des gens qui ont beaucoup... alors certains sont moins connus, Marcel Vicaire, Théophile Jean Delay, qui ont été des grands scientifiques ou des hommes de culture, ont vraiment marqué. Il y a deux choses que je voudrais... Deux chapitres que j'aimerais bien développer, c'est les contrôleurs civils et puis les grands travaux au service du développement économique. Les contrôleurs civils, c'est très important parce que quand ils s'installent à la résidence, Lyautey, il érige un système gouvernemental qui est basé sur le principe de conservation des pouvoirs et des hiérarchies. Donc il essaye de faire évoluer la société marocaine tout en respectant cette hiérarchie. Il y a une allocution qui a été faite devant un certain nombre de personnalités en 1916 et qui dit « Le Marzen fortuné, les chefs héréditaires et les pachas forment autour de lui, le sultan, comme une couronne éclatante de joyaux précieux, et vous savez tous à quel soin je m'attacherai toujours à ce que les rangs et les hiérarchies soient conservés et respectés, à ce que les gens et les choses restent à leur place ancienne, à ce que ceux qui sont les chefs naturels commandent et à ce que les autres obéissent. » Il a créé en 1913 les contrôleurs civils. Sur le modèle des contrôleurs civils de Tunisie, ils agissent pour le compte du résident général, qui relève, lui, du ministère des Affaires étrangères, et qui est le dépositaire de tous les pouvoirs de la République. Les contrôleurs civils, eux, ils représentent auprès des chefs locaux, Pacha et Caïd, l'administration française chargée de contrôler leurs actes et de les conseiller. Il se trouve que le papa de François Besson, ici présent, a été contrôleur civil, et tout à l'heure, il dira un petit peu quelques actes qu'il a fait quand il était contrôleur civil. Cette façon de gouverner avec les Marocains a été une des raisons du succès. Je vous ferai remarquer au passage que dans l'histoire du Maroc, il y a eu beaucoup de vents contraires. C'était le cas en Algérie, ça existe toujours. Mais au Maroc, il se trouve qu'il y a eu exil du sultan, il y a eu l'affaire Ben Barka, il y a eu d'autres choses qui ont fait que, finalement, ça n'a pas empêché les relations franco-marocaines qui sont dans le temps long de se développer. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les contrôleurs civils, ça a été un des volets qui a permis ce maillage et cette conservation du pouvoir et des hiérarchies a fait en sorte que tout ça s'est développé d'une façon harmonieuse. Le contrôleur civil, il est à la tête de sa circonscription et il devient le binôme du caïd, représentant l'administration marocaine. François, il parlera mieux que moi de ça, mais bon, c'est important. Cette relation avec le Marzen,
qui était... Voilà. Deuxième chapitre, le développement économique et les travaux. En 1917, il y a eu création d'un chemin de fer, le chemin de fer qui a permis de convoyer les phosphates de Khouribga. Il se trouve que Lyautey a pris 2 décisions qui sont encore valables aujourd'hui. Il a confié l'exploitation des phosphates à l'Office chérifien des phosphates. C'est aujourd'hui le monsieur qui est président de l'Office chérifien des phosphates, Mostafa Terrab, il est encore plus difficile à voir que Sa Majesté. C'est quelqu'un qui règne sur une société qui exporte énormément et qui est une des bases de l'économie marocaine. Et il a créé le port de Casablanca. Au passage, il l'a fait avec qui ? Avec des entreprises françaises. Beaucoup d'entreprises françaises doivent leur développement à la présence française au Maroc et à l'influence de Lyautey. La Lyonnaise des Eaux, pour laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps, elle produisait plus d'eau en 1960 au Maroc qu'en France. Et à l'Académie des sciences d'outre-mer, Dominique Barjot a parlé des routes et c'était impressionnant. Il ne faut pas oublier, et c'est valable également pour les banques, c'est valable pour les grandes sociétés de travaux publics, donc les ports, les routes, les chemins de fer, les installations d'exploitation de phosphate, les hôpitaux et les services essentiels. L'ancêtre de la Lyonnaise des Eaux, c'était la Hassemdi. Hassemdi, ça veut dire Société marocaine de distribution. Elle a été créée en 1912. Donc c'est au moment de Lyautey. Donc il a effectivement pas voulu algérianiser le Maroc. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quand même exercé un pouvoir absolu. Moi je dis c'est du despotisme éclairé. Moi je crois de plus en plus à ça, le despotisme éclairé. Despote c'est quelqu'un qui a l'autorité, et éclairé c'est le respect de l'histoire, de la culture et de la religion. Ce qu'il faut c'est que la lumière baisse pas. Voilà. Mais sinon c'est une bonne façon. Si on revient sur sa présence au Maroc, je dirais que c'est une grande conjonction de circonstances et de talents. Mais c'est souvent comme ça, les grands hommes. Hein. De Gaulle, lui aussi, il n'a pas obéi. Hein. Il était à un moment, s'il n'avait pas désobéi, on n'en sait pas là où on en est. Une anecdote, quand il a vu la guerre 14, il a dit, mais ils sont fous. C'est une guerre entre Européens, c'est une guerre civile. Voilà. Et alors certains ne savent pas, mais il y en a beaucoup qui le savent, quand Hitler a publié Mein Kampf, il a fait une préface à Mein Kampf en disant « Tous les Français devraient lire ce livre ». Parce que c'est un livre qui... C'était écrit que Hitler allait faire ce qu'il a fait. Il est appelé après quand même comme ministre de la guerre en 1916, et là ça n'a pas été terrible. Il s'est senti piégé parce qu'il s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas le ministre de la guerre qui dirigeait la guerre. Voilà, il s'est senti piégé et il est revenu, entre parenthèses, la loyauté. Le général Gouraud, à qui il avait laissé la place, lui a rendu. C'est quand même pas mal. C'est pas toujours le cas, même dans la politique française. Voilà. Et il retourne au Maroc. Et il est resté jusqu'en 1925. Il est resté très actif. En 1921, il a été fait maréchal de France. Il a fulminé contre le traité de Versailles. Pour lui, il a été extrêmement mal négocié. Il aurait voulu associer le Maroc en vue d'amorcer son accès à la souveraineté. Voilà. Donc, il y a 2 choses que je voudrais maintenant mettre en lumière. C'est le 18 novembre 1920. Dans le contexte de l'époque, Lyautey, il produit une directive qu'on appelle la directive du coup de barre. Et cette directive du coup de barre, qu'est-ce qu'elle dit ? Si on s'engageait dans cette voie, c'est-à-dire la voie de réduire le contrat de protectorat à une fiction, si on s'engageait à cette voie, la jeunesse marocaine, à défaut des débouchés que notre administration leur donne, si maigrement et dans des conditions si subalternes, cherchera sa vie ailleurs, sa voie ailleurs.
Cette direction, cette précision sont utiles parce que le coup de barre, après il y a eu la rébellion du Rif. La rébellion du Rif, c'est ce qui a commencé à aller vers la fin de Lyautey. Parce que ils voulaient des moyens qui lui ont été refusés. Ça arrive, hein, même dans des grands pays européens. Et puis finalement, ça lui a été refusé. Et finalement, un certain Pétain est venu le contrôler et il lui a demandé des choses qui n'allaient vraiment pas. Il a été obligé de démissionner. Et après, il y a eu des moyens qui ont été mis pour taper sur les Rifins, et taper sur les Rifins de façon très dure. En 1925, pas longtemps avant son départ, il a eu cette vision. Il faut se remettre dans l'époque. Il est à prévoir que dans un avenir plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, civilisée, vivant de sa vie autonome, c'est pas le cas partout, se détachera de la métropole. Et il souhaite qu'à ce moment-là, le regard des indigènes continue à se tourner avec affection vers la France. Et il souligne en disant la nécessité de nous faire aimer du peuple marocain en prévision du jour où il acceptera l'indépendance. Le Rif avec Abdelkrim Khattabi, c'était son grand rival. Je vais vous dire, sa petite fille, elle fait partie de la fondation Lyautey. C'est incroyable, parce que on a dans cette fondation un grand nombre de personnes. On a aussi la petite fille de Boyer de la Tour, qui a été le dernier ambassadeur, le dernier résident général et en même temps le premier ambassadeur de France dans le royaume. Donc il est revenu, il est parti du Maroc dans des conditions humiliantes. Il n'y a que les Espagnols et les Anglais qui lui ont rendu hommage au passage au détroit de Gibraltar. Il a été accueilli par ses copains sur le quai de la gare, mais la gare, c'était pas une gare, c'était le port, parce qu'à l'époque, finalement, il n'y avait pas d'avion pour le transport. Et là, je voudrais faire une petite, je ne sais pas si j'ai le temps, de parler de l'aviation. Parce que l'aviation, à l'époque de Lyautey, c'était l'aviation qui démarrait. L'aviation, c'était un instrument de guerre. Quand la guerre 14 s'est terminée en 1918, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces avions? Et il y a un dénommé Latécoère, Georges de son prénom, qui est allé voir Moulay Youssef et Lyautey, le tandem indissociable, en leur demandant s'ils voulaient bien utiliser l'avion pour transporter du courrier. Lyautey a dit « Montrez-nous que vous êtes capable de faire ». Ils ont fait un premier essai, ça n'a pas marché. Ils ont décollé de Toulouse, ils sont rentrés. Le deuxième essai, ils s'y sont pris mieux. Lyautey avait demandé les preuves, ils sont arrivés avec un bouquet de violettes cueillies le matin et avec la dépêche du midi du jour. Et là, Lyautey et Moulay Youssef, quand je dis Lyautey et Moulay Youssef, le daïr, c'était un daïr de Moulay Youssef. Mais ils s'entendaient bien tous les deux. Voilà, c'est une époque. Hein. Et donc, ils ont autorisé le survol du Sahara pour aller jusqu'à Dakar. À l'époque, c'était une continuité territoriale et politique. Voilà, donc c'est comme ça un petit peu qu'est née l'aviation commerciale. On peut dire que, c'est pour ça, Lyautey et l'aviation, ça a du sens de parler de ça. Donc, au passage, il est revenu, il a été accueilli par ses copains, c'était Vladimir d'Ormesson, c'était Gaston Palissy, c'est eux qui ont créé après la fondation Lyautey, qui a été reconnue d'utilité publique en 1936. C'était en fait les Amis de Lyautey. C'est la Société des Amis de Lyautey, quoi. Hein, voilà. Et donc il est rentré en France. Au passage, il avait dépendu de 22 présidents du Conseil différents, de 4 présidents de la République, et après lui, il y a eu 13 résidents généraux. 13 résidents généraux. Je pense que vous n'en connaissez qu'un seul. Je vous dis les noms. Steig, Saint, Ponceau, Pérouton, Noguès, Puot, Labonne, Juin, là vous connaissez, Guillaume, Lacoste, Grandval, Boyer de la Tour et Dubois. Et c'est Dubois en fait qui était, je me suis trompé, c'est Dubois le premier ambassadeur, autant pour nous. Parce que tout à l'heure on a fait la même erreur.
Voilà, donc Lyautey a toujours gardé auprès des Marocains cette influence. Après lui, il y a beaucoup de résidents généraux qui ont fait... Ils ont essayé de faire de l'administration directe. Quand on envoie le sultan à Madagascar via la Corse, c'est avec des avions français et c'est... Voilà. Mais ça n'a pas empêché les relations d'être bonnes. Il y a eu 6 généraux pendant 44 ans de protectorat et comme dit Daniel Rivet, les successeurs de l'icône moustachue, il l'appelait comme ça, Daniel Rivet, sont beaucoup de personnalités inconnues, hormis Juin, bien sûr. L'œuvre de Lyautey, alors là j'ai passé, il faut que je vous... Quand il est rentré, il n'a pas perdu les relations avec le Maroc. Ça c'est à Toré-Lyautey. Au passage, Toré-Lyautey s'est appelé Toré-Lyautey juste après sa mort. C'est des habitants de Toré qui ont demandé à ce que ça s'appelle Toré-Lyautey. Là, il reçoit en 1926 des Marocains. Là, il est à Paris, rue Bonaparte, où il a conservé, enfin, il habitait à Paris et puis également en Lorraine. Et oh là là. Ça, c'est le château de Toré-Lyautey dont je vais vous parler tout à l'heure. Ce que je peux dire, c'est que son retour en France, il ne savait pas ne rien faire. La joie de l'homme est dans l'action, c'est la traduction d'un poème de Shelley, c'était sa devise. Et quand il est rentré en France, il n'avait pas un moral extraordinaire, mais il avait 71 ans et il a été très actif dans beaucoup d'endroits. Au passage, je ne vous ai pas dit qu'en 1916, en 1915, non, quand est-ce que c'est le château de Toré-Lyautey a été brûlé. En 1917, voilà. Il a été brûlé. Et ce château, c'était le château de Crévic. Donc c'est pour ça qu'il y a eu après Toré-Lyautey. Crévic, c'était le château de la famille. Et les Allemands, quand ils sont arrivés, la bataille du Grand Couronné, je crois que c'était ça, ils ont brûlé le château de Crévic. Et Lyautey en a été extrêmement affecté, parce qu'il y avait tous ces souvenirs du Tonkin, de Madagascar, etc. Et donc, il s'est rabattu sur, justement, la petite maison de la tante Bébête, là, au bébé, voilà, qui était à Toré. Et donc, Crévic, c'était son point d'attache, mais il n'a pas gardé il n'a pas pu la garder. Maintenant, Crévic appartient à la famille de Raoul, et c'est pas très loin. On a été reçus avec Agnès, comme vraiment familialement, c'était vraiment super cette réunion. À la limite, c'était plus chaleureux que le château. Le château, c'est un château militaire. J'espère que certains parmi vous viendront là-bas. C'est un château qui est visitable au public l'été, parce qu'on ouvre le vendredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h avec des bénévoles. Hein, vive les bénévoles, hein, au passage, hein, voilà. Et puis s'il y a des groupes, ben, il y a votre serviteur ou un certain nombre de personnes qui peuvent ouvrir le château et vous le faire visiter. Lyautey est devenu Toré-Lyautey. L'architecte Laprade y a contribué. Là, vous voyez le château. Et le château, en fait, quand Lyautey est décédé en 1934, il y avait reçu tous les souverains marocains. Il avait reçu la plupart des présidents de la République, des grands chefs d'outre-mer, Maurice Barrès, ses confrères de l'Académie française, le comte de Paris, l'archiduc Otto de Habsbourg. C'est là qu'il a écrit Paroles d'action. Et c'est vrai que ce château, il tenait à ce qu'il soit visité. Et ce château, il a été visité après, mais auparavant, Lyautey n'avait pas dit son dernier mot. Il était membre fondateur de l'Académie des sciences coloniales, dont il a été président en 1931, et il a présidé l'exposition coloniale.
L'exposition coloniale, si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter ce bâtiment qui s'appelle maintenant Musée de l'histoire de l'immigration. Voilà. C'est pas tout à fait vraiment le truc de base. En fait, c'était un pavillon d'exposition, comme la Tour Eiffel. Moi, à mon avis, le palais de la Porte Dorée, il pourrait s'appeler Palais Lyautey. Je l'ai visité d'ailleurs, invité par le conservateur, et la dame qui l'accompagnait était très d'accord pour écrire dans le bulletin, et d'ailleurs j'ai publié son article dans le bulletin en expliquant parce que c'est une œuvre architecturale importante. D'un côté vous avez le bureau de Lyautey qui est impressionnant, puis de l'autre côté le bureau de Paul Reynaud qui est aussi un bureau important. Donc aujourd'hui le palais de la Porte Dorée reçoit 700 000 visiteurs par an. Il y en a 400 000 qui visitent l'aquarium, hein. Mais il y a quand même 700 000 visiteurs qui voient le musée qui s'appelait, c'était un pavillon, puis après c'est devenu le musée des colonies, puis après c'est devenu le musée d'outre-mer, puis après c'est devenu le musée, je sais plus quoi, de l'international. Et puis il y a eu Chirac qui a fait le musée du Quai Branly, et ça c'est vrai que ça portait un coup au palais de la Porte Dorée. Voilà. Il a été actif en Lorraine, il a été actif auprès de la Chambre de commerce, auprès du groupement des étudiants catholiques, au musée Lorrain, à Sciences Po, voilà. Et puis il est mort dans le ciel qu'il avait vu naître, et là je ne vais pas vous répéter les paroles qui sont supposées avoir été celles qu'il a prononcées, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que à l'époque, Mohamed V, alors Mohamed V, il allait souvent là-bas pour plusieurs raisons. Il allait rendre visite à l'oncle Hubert et il allait acheter des chevaux à Vittel. Et ça, je l'ai su parce qu'un jour, je reçois « Est-ce que vous voudriez bien présider à l'hippodrome de Vittel le prix Lyautey, la cérémonie du prix Lyautey ?» Je dis « Je veux bien, mais je ne suis pas cavalier. Bon. Pourquoi ?» Eh bien, j'ai su après qu'effectivement, il allait régulièrement acheter des chevaux à Vittel. Et en même temps, il en profitait pour rendre visite à l'oncle Hubert. Alors le jour où il a appris sa mort, Mohamed V était à Marseille. Il a fait demi-tour pour aller s'incliner devant la tombe du colonisateur. Là. Donc ça prouve qu'il y avait une réelle amitié entre les deux personnes. Souvent, il y a des amitiés entre personnes. Et je crois qu'il y a eu des amitiés de fonction aussi, parce que Lyautey avait beaucoup de respect pour la fonction de sultan. Hein, à l'époque, il n'y avait pas de roi, c'était le sultan. Pétain, qui fortement encouragé à quitter le Maroc, a été obligé de prononcer son oraison funèbre. C'est lui qui a prononcé son oraison funèbre le 2 août 1934. Il a fait son éloge funèbre. Voilà. Alors, on me demande souvent quelles ont été les relations entre Lyautey et Pétain. Alors, Pétain, il était républicain, mais il a trahi la République. Lyautey était monarchiste, mais il a servi la République loyalement, en consolidant le royaume. Ça lui allait bien. Ça lui allait bien. Et il ne s'est pas opposé, au passage, à l'entrée de Pétain à l'Académie universelle. Pétain était à l'Académie française. Lyautey il occupait le fauteuil 14, et il se trouve que le fauteuil 14 a été occupé ensuite par quelqu'un que vous avez reçu ici, qui est Hélène Carrère d'Ancos. Et quand je l'ai rencontrée à l'inauguration des 100 ans de la mosquée de Paris, je dis, Madame Carrère d'Ancos, présidente de la Fondation Lyautey, elle me dit, mais je suis assise dans son fauteuil. Et son fils, Emmanuel Carrère, que j'ai rencontré pour qu'il me dédicace son dernier bouquin, la Kolkhoz, personne ne peut comprendre. Sa dédicace, c'est en souvenir du fauteuil 14. Voilà. Inès Lyautey, j'en ai parlé un petit peu, j'en reparle un peu plus parce que mon prédécesseur, le colonel Geoffroy, ne pouvait pas trop toucher à la tombe. Il se trouve que Lyautey, il a été aux Invalides après, dans un endroit où il n'y a que les hommes. C'est en fait un hôpital militaire. La fin de vie, le fils de Gaulle, Philippe de Gaulle, a terminé là-bas. C'est un de mes administrateurs qui a été jusqu'à la fin lui rendre visite aux Invalides.
Il est à côté de Napoléon, qu'il n'aimait pas trop. Voilà. Et il est donc rentré en France à la demande du général de Gaulle en 1961. 61, fin de la guerre d'Algérie, 1962, indépendance du Maroc, 1956. Donc on suppose que de Gaulle, quand il a demandé à Mohamed V le retour des cendres, ils se sont mis d'accord en disant on ne sait pas ce qui va se passer en Algérie, au Maroc non plus c'est récent, etc. Donc ça s'est fait dans de bonnes conditions. Et Inès Lyoté, elle n'a pas été aux Invalides, elle est allée au cimetière de Torré-Lyoté. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne date de naissance. On ne parlait pas de son nom de jeune fille, elle avait été jeune fille. On ne parlait pas de son rôle comme DG de la Croix-Rouge, elle n'a été que DG de la Croix-Rouge pendant un certain nombre d'années. Donc, contrairement à mon prédécesseur qui ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas de la famille, moi j'ai demandé à toute la famille, notamment les descendants de Inès de Bourgoin, elle s'appelait Inès de Bourgoin, Inès Lyoté, s'ils y voient un inconvénient, ils n'ont pas vu d'inconvénient du tout, et le Souvenir français nous a aidés à restaurer la tombe. Et il y a eu une cérémonie d'ailleurs là-bas. Et De Gaulle, lui, était présent aussi à la cérémonie de retour des cendres aux Invalides. Donc Inès Lyoté, elle a vécu très longtemps. Elle a vécu longtemps après la mort de l'oncle Hubert. Elle a vécu jusqu'en 1953 et elle est décédée à Casablanca. Donc Casablanca, elle a été rejoindre le maréchal Lyoté dans le mausolée qui était à Rabat. Et tout le monde est rentré en 61. Et elle est là-bas, donc elle est au petit cimetière de Torré-Lyoté. Alors la Fondation Lyoté, et je termine par ça, parce que la Fondation Lyoté, voilà le château. Alors les volets sont fermés parce que j'y suis pas souvent, mais on a maintenant à Lorrain, qui est d'ailleurs un ancien militaire, ancien sous-préfet, qui habite à côté et qui tient bien le château. Et ce château, il est vraiment intéressant à voir, notamment. Ouh là là, j'ai fait une grosse bêtise là. Là, j'ai fait une énorme bêtise. Voilà. Ce château, il est intéressant. Ça, c'est le mausolée. Le mausolée, enfin, l'oncle Hubert, là, il tourne le dos au mausolée. Et le mausolée qui était à Rabat, il a été rapatrié grâce au Souvenir français. Donc ça, c'est une statue qui a été faite par le sculpteur Coignet. Et on voit le château avec l'étang, qu'il faudra qu'on cure d'ailleurs, parce que ça fait un moment que c'est pas curé. Et surtout, alors là, ça ne veut pas marcher. Voilà. Il y a ce salon marocain qui est tout à fait en haut. On passe devant Moulay Youssef, le tableau de Moulay Youssef, pour aller au salon marocain. C'est là que Lyoté aimait bien se retrouver le soir. Il n'est jamais retourné au Maroc. Hein. Il a quitté en 1925. Il n'est jamais retourné au Maroc. Il y a des gens qui lui disaient, mais alors, parlez-nous du Maroc, mon général. Il disait, le Maroc, j'y suis jamais allé. C'est où ça, le Maroc? Voilà. Il avait quand même ça ne l'amusait pas beaucoup. Mais il a reçu beaucoup de Marocains là, et j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, l'ancien porte-parole du roi. Et c'est là qu'il faut que je vous parle quand même du fait que je me suis dit, mais alors, je ne sais pas si c'est... Ah non, ça doit être après. Il se trouve que je me suis dit, bah finalement, Lyoté, il a reçu le roi, il a reçu Moulay Youssef, il a reçu Mohamed V, qui était avec Hassan II. Il se trouve que depuis 2020, c'est un descendant de Lyoté qui est à la tête de la fondation. Je vais inviter Sa Majesté. Et il m'a répondu, plus vite que la sécurité sociale. J'ai rien contre la sécurité sociale. Mais, je suis vraiment pas bon. Hein. Je voudrais vous montrer sa lettre. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une lettre du roi du Maroc. Hein. Surtout qu'on l'a reçue à la campagne et que l'ambassade disait « Mais vous êtes sûr que ça va arriver ?»
Voilà, c'est là. Voilà, c'est ça. Alors cette lettre, je vais vous la lire parce que on n'arrive pas bien à lire. Donc ça a été envoyé du Palais Royal de Tétouan le 9 juillet 2025. Je vais écrire début juillet. Monsieur, nous avons bien reçu l'aimable lettre que vous nous avez fait parvenir au nom de la Fondation Lyautey, qui œuvre à la promotion des liens d'amitié unissant le Maroc et la France. Nous vous en remercions et nous vous prions de recevoir l'expression de nos vœux les meilleurs et de notre considération, signé Mohamed VI, roi du Maroc. Il est malade, mais il signe des lettres. Et moi, j'étais très fier, quand, Agnès, quand tu m'as apporté la lettre, là, ça y est, tu as reçu ta lettre. Là, bon. Et c'est vrai qu'un jour ou l'autre, qui sait, pourquoi il ne viendrait pas. Aujourd'hui, qui vient nous voir? Beaucoup d'anciens du Maroc. Les militaires, il se trouve que la corniche Lyautey du lycée militaire d'Aix-en-Provence, les cornichons, ils sont 500. Ils donnent chacun, non, ils sont 300 les 2 années. Ils donnent chacun 5 €. Ça m'a fait baisser d'un seul coup la moyenne d'âge des contributeurs. La Chambre de commerce nous aide un petit peu. Sinon, ce sont les membres et ce sont les visites. Et parmi les visiteurs, les plus jeunes sont les scouts. Parce que les scouts, ils viennent, ils campent, on leur a mis un point d'eau. Les derniers scouts qui sont venus, ils voulaient prendre une douche, mais on leur a dit quand même, vous pourriez utiliser les points d'eau et puis dormir, voilà. Donc, la Fondation Lyautey, elle fait beaucoup de choses. On a effectivement mis un certain nombre de documents là-bas. Certains sont cadeaux, certains sont à vendre. Il y a une petite brochure qui est très bien faite, c'est la brochure de l'ASAF, l'Association de soutien de l'armée française, qui a été longtemps dirigée par le général Pinard-Legris. Et c'est un petit fascicule qui vaut 10 €. Il y a plein de bons articles par des bons auteurs. Après ça, vous avez des choses sur le château qui sont cadeaux. Il y a un exemplaire de l'illustration. Et puis il y a un bouquin qui a été écrit par Hubert Seillant, qu'on a eu tout à l'heure, sur communauté de destin. Hubert Seillant, c'est un type étonnant. Quand il nous a dit tout à l'heure, il dit je t'appelle, je suis au Sénat, parce que cet après-midi, j'interviens pour le Maroc. J'ai dit, moi, je serai dans la ville du président du Sénat. Il me dit, mais je connais Jean. Voilà. Et donc, il y a aussi un autre bouquin qui est la revue du Vieux Metz et des pays lorrains. Ce qu'on fait aussi, on édite un bulletin 2 fois par an. Et dans ce bulletin, il y a à chaque fois un dossier. Là, c'est sur le général Poimirault, qui est quand même ça a été un très proche de Lyautey. Le prochain, ça sera sur le rôle de l'officier au XXIe siècle. Et celui d'après, il faut toujours anticiper, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est Daniel Rivet, qui va nous parler de Lyautey constructeur, Lyautey urbaniste. Et Daniel Rivet, c'est un puits de science, et quand il m'a dit oui, j'étais content, parce que on essaye de faire ça de façon logique, c'est-à-dire qu'on fait un projet de site. Projet de site, ça nous a demandé beaucoup de temps, parce que c'est pas notre métier, mais c'est vrai que ça soit les collectivités, l'État, ils ont besoin d'un document qui leur dit oui, mais vous faites quoi, c'est quoi votre idée? Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on se modernise, il faut qu'on fasse des choses. On a connu le château de Chambord, c'était vide, c'était froid, il n'y avait rien. Bon, le château de Chambord, c'est autre chose. Mais le château de Torre-Lyautey, il faut qu'on trouve un parcours numérique, il faut qu'on fasse ça pour les jeunes. Il y a une bande dessinée. Avant-hier, j'étais aux éditions du Triomphe. On va actualiser la bande dessinée sur Lyautey. Je voudrais qu'on en fasse une sur Gallieni, d'ailleurs aussi, puis sur Inès Lyautey. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors tout d'abord, merci pour ce brillant exposé, je dirais, qui nous a fait partager la vie de Lyautey, avec, je dirais, tout son parcours
à travers la planète. Et tout ce qu'il a pu ramener, justement, et je pense que ce sera, pour certains, peut-être l'occasion demain de découvrir ce lieu que vous nous avez décrit. Alors, on va prendre les questions. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez vu que on a la réponse assurée. Oui, bonsoir. Il s'est marié à 55 ans. Oui. Très tard. Oui. Et il a eu beaucoup d'enfants. Quelle est sa famille? Non, alors il a épousé. Il y a eu beaucoup de prétendantes. On parle d'une dernière, comment elle s'appelle, Bruguère. Elle a été assez déçue. À Madagascar, je pense qu'il a mené une vie, je dirais, il a eu quelques rencontres féminines fortes. Intense. Sa femme avait des enfants. Inès de Bourgoin, elle a eu des enfants. Elle s'appelait Inès Fourtoul. Et il se trouve que son mari était un officier. Elle a eu 2 enfants avec cet officier. Et cet officier, la guerre laisse souvent des séquelles. Il s'est suicidé. Voilà. Et donc, ils se sont épousés sur le tard. Et c'était un vrai couple. C'était des gens extrêmement complémentaires. Il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait au Maroc s'il n'avait pas eu la tante Inès, qui était une femme absolument remarquable, discrète mais extrêmement cultivée, musicienne, active. Voilà. Donc non, il n'a pas eu d'enfant. Quand il est mort, il a fléché son neveu, le fils de Raoul Lyautey, qui s'appelait Pierre Lyautey, en lui disant: c'est toi mon légataire universel et tu as l'obligation de faire visiter le château tout le temps. Et quand il est mort, Pierre Lyautey, le château était dans un sale état, mais il avait honoré son engagement. Et c'est là que ça s'est gâté, c'est que dans la famille, c'était compliqué de payer les droits de succession. Donc les héritiers ont demandé, ils ont voulu faire une donation à l'État. L'État a refusé. Et c'est là que le colonel Geoffroy est arrivé, il est allé à l'hôtel Drouot, et il a dit: j'achète. Il n'avait pas un copec. Mais ça s'est arrêté, et il a aussitôt, en sortant, il a été voir le Crédit Agricole, pub pour le Crédit Agricole, qui est toujours notre banque, et le Crédit Agricole lui a accordé un prêt, et il y a 3 de ses copains au colonel Geoffroy, 3 militaires d'ailleurs, qui ont hypothéqué leur maison pour participer à cette œuvre douteuse. Et cette œuvre douteuse, elle a extrêmement bien marché. Et voilà. Donc, il n'a peut-être pas eu d'enfants, mais il a eu beaucoup d'émules. Et des émules français, des émules marocains. Les Français posent toujours la même question sur le Maroc, sur Lyautey. Il y en a un qui n'a pas du tout été sympa avec lui, c'est un certain Georges Clémenceau. Parce qu'il a critiqué Lyautey pour ses mœurs. Voilà. Je pense que Lyautey est quelqu'un qui a une vie extrêmement remplie, à tout point de vue, et que s'il n'a pas eu d'enfant, comme je vous le dis, il a encore aujourd'hui un certain nombre de gens, dont votre serviteur, qui font en sorte que son message reste vivant parce qu'il est d'actualité. Merci. Autre question? Oui. Oui, madame. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous m'avez beaucoup intéressé en parlant de Madagascar. Mon arrière-grand-père, Bastel, a été nommé à Madagascar par Gallieni. Et je me demandais s'il avait rencontré Lyautey à cette époque-là. S'il avait rencontré Lyautey à cette époque-là. Il se trouve que Lyautey est resté à Madagascar. Nous, Madagascar, c'est un pays qui nous tient à cœur. Notre premier enfant est né là-bas. On a habité 2 ans. Et un de mes soucis, moi, c'était de savoir comment ça s'était passé là-bas. Parce que Gallieni a laissé une empreinte pas toujours justifiée, mais un peu dure,
parce qu'il y avait une reine, et bon, etc. Ça a été compliqué. Lui, là-bas, il n'a pas été remplacé, je ne sais pas. Il faut que vous me disiez, et moi je vais faire des recherches aussi au château pour savoir... Parce que mon arrière-grand-père, donc Bastel, a été chef de la police, en fait, et mon grand-père aussi, qui lui avait combattu avec les bourgs en Afrique du Sud et a été pris par les Anglais et a été débarqué à Madagascar. Ah, d'accord. Et à Madagascar, il a rencontré la fille de ce Bastel qu'il a épousée. Et mon père est né à Madagascar en 1912. On va trouver ça. On va trouver. Moi, sans arrêt, j'ai des questions comme la vôtre. J'en ai lu une tout à l'heure au colonel Besson, qui m'arrive par le site. Parce que la première chose que j'ai fait en prenant la présidence de la Fondation, c'est renouveler le site et faire en sorte qu'il vive. Et j'ai des tas de questions. Tu as vu cette question-là de la journée, vous me donnerez vos coordonnées et puis je vais m'enseigner. Merci. Une autre question? Je vous parle en tant qu'ancien militaire, et surtout ancien cavalier. Ah. Voilà. Donc, j'ai servi au 2e hussard, où la salle d'honneur avait encore des souvenirs à l'époque, c'était le lieutenant Lyoté. J'ai servi ensuite à Rambouillet. Et là, je découvre en fait que Lyoté a servi à Rambouillet. Oui. Alors, ce n'était pas le 4e hussard, c'était le 4e hussard. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je suis cavalier et puis j'étais veneur. Voilà. Et Lyoté avait pratiqué la chasse à courre quand il était au 2e hussard et ensuite à Rambouillet. À tel point que c'est lui qui a été convié pour remettre la distinction d'officier de la Légion d'honneur à la duchesse d'Uzès, que tout le monde ici connaît, bien sûr, à Rambouillet. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer ces informations, sachant que je n'ai pas retrouvé la photo de la remise de la Légion d'honneur, mais je crois qu'elle s'est passée à la Boissière. Voilà. Alors, j'aime pas dire très sûr de... J'aime pas dire des choses fausses, donc je vais vérifier, mais ça me donne l'occasion de parler de Lyoté chasseur. C'est le sujet de notre dernier bulletin, l'avant-dernier bulletin. Lyoté chasseur. Lyoté cavalier, c'était, pour lui, le cheval, c'était vraiment la noblesse. Il voulait, c'était un cavalier. Tout comme d'ailleurs Foucault. Tous les deux étaient des cavaliers. Et d'ailleurs, Gérard Larcher est un cavalier et il le répète régulièrement. Et je l'ai vu intervenir avec des enfants à l'Union des maires devant des enfants de Carrière-sous-Poissy et Courbevoie. Il rappelait le cheval, comment il avait soigné des chiens, oui, mais d'abord des chevaux. Voilà. Et donc, vous me donnerez aussi vos coordonnées, de façon à ce que je vérifie, parce que pour lui, le cheval, c'était... Il ne voulait pas que les gens soient pilotes, parce qu'il trouvait que pilote, c'était trop dangereux. Il serait obligé d'envoyer ses meilleurs, et ses meilleurs, c'était les cavaliers. Voilà. Merci. Une autre question? C'est son côté, je dirais, d'abord, christianisme et ce côté social qu'il a eu à l'intérieur de l'armée, qui en partie l'a rejeté parce qu'il allait être un peu trop loin. J'ai lu qu'il avait fait distribuer des livres dans des bibliothèques, j'ai lu qu'il avait créé ce qu'on appelle un réfectoire pour les soldats qui n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, vous l'avez bien dépeint, c'était quelqu'un qui ça le choquait que les soldats qui étaient les premiers à casser leur pipe mangent dehors et debout. Et il avait fait pas mal de missions, notamment dans les pays anglophones, dans l'Angleterre, ça. Et c'est comme ça qu'il a fait le rôle social de l'officier. Il a énormément... Lui, ce qu'il disait, c'est que si on veut être respecté, respectons-nous nous-mêmes. Quand il s'est rendu compte que c'était un pays essentiellement musulman, il a dit « Ouh là là, il faut que je révise les évangiles ».
Premier réflexe. C'est ce qui le distinguait beaucoup avec Foucault. Foucault, pareil, lui, il a évolué en devenant petit à petit un saint. Au passage, il ne l'avait pas toujours été. Mais il disait, il faut arriver à convertir les musulmans. Il a été assassiné. Lyautey, qui était un peu plus esthète, sa foi n'a pas toujours été la même. Il a retrouvé la foi, il l'a perdue. Ça a été compliqué. Et c'était un esthète, et pour lui, l'islam, c'était la culture. C'était un homme de culture. Lyautey, c'était un homme de culture. Donc, vous l'avez bien dépeint. C'est vrai qu'il a beaucoup fait pour, justement, qu'il y ait l'éducation. Le lycée Lyautey, au passage, c'est le premier lycée français dans le monde. Dans le monde. Il y a 8600 élèves au lycée Lyautey. Le deuxième lycée français le plus grand, c'est Madrid et Londres. Et après, les lycées français de France. Le premier lycée français dans le monde, c'est le lycée Lyautey. Donc, l'éducation au Maroc, il ne faut pas raconter de bobards, c'était d'abord les notables et les Français. Voilà. Petit à petit, il a élargi. Au passage, aujourd'hui encore, c'est le problème essentiel. Sa Majesté le Roi n'est pas du tout remis en cause. Par contre, pourquoi payer tant de stades et pas assez d'écoles et d'hôpitaux? Donc, c'est là-dessus que ça doit évoluer. Mais justement, avec un royaume, les rois sont éduqués. Il y a un collège royal qui fait qu'ils représentent un peu toutes les strates de la société. Bon, c'est pas joué, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'atouts en ce qui concerne le Maroc pour que ça évolue bien. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui évolue de façon étonnante. Les Marocains font une voiture. J'ai rencontré le monsieur qui avait fait la voiture au Maroc. Je lui ai dit, j'attends que les prix baissent pour en acheter une, mais bon, voilà. Donc c'est un pays qui évolue beaucoup, et c'est vrai que Lyautey il n'y a pas encore beaucoup de librairies au Maroc. Il y a 80 librairies au Maroc, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Mais il y a, au niveau des instituts français, il y en a 40. Encore au Maroc. Il y en a un en Algérie. D'autres questions? François. Je tiens à te remercier parce que tu as parlé de choses très humaines. Et en particulier, tu as traité des contrôleurs civils auxquels je voudrais rajouter les officiers des affaires indigènes qui ont géré le Maroc d'une manière remarquable et qui ont permis notamment au cours des 2 conflits mondiaux de nous envoyer des tirailleurs marocains, des goumiers marocains et qui ont participé à la libération de la France. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de fondamental. Et je vais demander quelque chose là. Mon père était contrôleur civil au Maroc et il a, dans l'esprit de Lyautey, parce que tout de suite il a été pris en 1935 dans la mouvance de Lyautey, et il a fait quelque chose de particulier. Lui, je me permets de dire, non, c'est la mosquée. Et il a été en particulier, il s'est devenu... oui, la voilà, là, oui, c'est bon. Ah, voilà. Chez Maya. Alors, cette mosquée, je me permets de vous dire que je suis de famille chrétienne, mes parents sont chrétiens, pratiquants. Eh bien, mon père, donc, dans les années 42, il a convaincu les Marocains de ce petit village qui se trouve entre Marrakech et Safi, qui s'appelle Chemaria. Il les a convaincus et lui, le chrétien, il a fait construire cette mosquée et c'était vraiment dans l'héritage de Lyautey dans lequel il fallait respecter ces gens tels qu'ils étaient.
On n'était pas là pour les convertir ou quoi que ce soit, mais il fallait donner l'exemple. Et tout a été dans cette fonction, et notamment ça a été pour lui, il y avait 2 moments très difficiles. Il y avait le moment où il fallait que les gens s'engagent pour venir nous libérer, et là, il devait bien prévenir les candidats qu'ils pourraient éventuellement, ça pourrait très mal se terminer pour eux, et il leur disait systématiquement, attention, ce n'est pas sans danger. Et deuxièmement, la possibilité de venir montrer, nous, les Français, ce qu'on était capable de faire. Et là, je peux vous dire que j'ai emmené mes enfants, ma femme, au Maroc. Eh bien, là encore aujourd'hui, nous avons des relations tout à fait très exceptionnelles avec ce pays. Ah, il faut trouver. Et oui. pourvu que ça dure. Et ça, merci à notre ami Claude de nous avoir ainsi parlé de ce pays. Merci.